Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Merci de nous suivre régulièrement dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous sommes le 12 juin, mercredi 12 juin. Nous serons accompagnés par les rubriques habituelles du mercredi, à savoir la rubrique de Hamid Belkacem, la seule rubrique actuellement pour nous parler d'environnement et surtout pour revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à travers leur opération avec l'association Récif, puisque Hamid Belkacem en est le président. Il nous parlera également de la journée des océans. Ça s'est passé samedi. Il nous en parlera en détail avec un spécialiste sur notre plateau. Et puis, nous reviendrons aussi sur les inondations à Ilizy et les intempéries, malheureusement, qui ont causé des dégâts, quelques pertes aussi. Nous allons y revenir avec un groupe de bénévoles qui vont être parmi nous ce matin, justement, avant le lancement du départ d'un camion de denrées alimentaires et autre chose aussi pour cette population qui est dans la difficulté en ce moment. Nous en parlerons avec ces bénévoles. Nous allons voir cet élan de solidarité en plus de la mobilisation des autorités et bien entendu du Croissant Rouge algérien. Nous parlerons aussi des dolmens. C'est dans la région de Constantine et surtout ils sont fragilisés. Nous allons parler archéologie et sites à sauver absolument dans cette région avec notre spécialiste de l'environnement et de l'archéologie. Il s'agit de Rahim Abdelaziz et bien entendu un archéologue qui sera sur notre plateau pour nous expliquer surtout l'historique de ces dolmens, très important dans la région puisqu'il s'agit d'un site historique. Nous continuerons à parler aussi sport et événements culturels, sociaux, culturels également, avec bien sûr cette opération, cette compétition internationale de course de montagne. Ça se passera ce vendredi 14 juin au village Tirourda, à Ain Hammam. Donc à partir de 9h, nous aurons sur le plateau une personne pour nous parler de cette compétition, qui est donc une compétition internationale qui va réunir beaucoup de participants. D'ailleurs, c'est pour promouvoir le tourisme ici en Algérie et dans notre région de Kabylie. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Et puis Mina Abed est là pour nous donner les nouvelles du ciel tout de suite, juste après ça. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. La voici, la voilà. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça y est, les manches courtes? Oui. Ouais, il fait chaud. Chaud, oui, ça commence. Il fait chaud. Donc les températures aussi entre la température très très haute le soir, enfin dans la journée. Dans la journée, c'est 35 à peu près. Le matin. Oui, ouais. 35 à peu près. Mais ça chauffe bien dans la journée. Oui, et demain il fera encore plus chaud. D'accord. Il fera encore Dites-nous tout. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil en cette début de matinée. On notera de la brume des nuages bas sur l'ensemble des régions côtières et puis le ciel restera dégagé en journée à partir de ce soir. On notera un ciel de plus en plus voilé sur le centre-ouest et sur la partie sud, eh bien, pas de changement pour le moment, le ciel restera toujours voilé avec des pluies, parfois sous forme d'averses. Elles seront assez marquées, parfois accompagnées de grêles vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili ainsi que le Sahara oriental. Quelques orages sur le Sahara central et les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 27 degrés à Annaba, Alger, 30 degrés à Tizi Ouzou, Guelma, 33 degrés à Tiaret, 32 à Al-Bayat, 37 degrés à Al-Rouad. Sur les régions sahariennes, on notera 40 degrés à Gardaya, 38 à Béchar, 34 degrés à Tindouf, 43 degrés à Hassim Saoud, Adrar et enfin 45 degrés. Ça sera la maximale à Ain Salah. Place tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, le ciel restera plutôt couvert avec des orages à Paris, Bordeaux, Londres. On notera un petit peu de pluie à Dublin ainsi qu'à Berne. Et puis un ciel dégagé à Rome, Marseille, Madrid et Lisbonne. Côté Mercure, on notera 33 degrés à Varsovie, 23 degrés à Budapest, 32 à Prague ainsi qu'à Bucarest, 29 à Athènes, 25 degrés à Rome, 19 à Berne ainsi qu'à Paris, 16 à Londres et en fait 17 degrés seulement à Bordeaux. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel et comment vous vêtir ce matin. C'est très important avant de sortir. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. À tout à l'heure, À tout à l'heure. midi et 19h. Voilà, et vous allez partir à Dalbeida. Tout à fait. Voilà, pour vous enquérir encore des nouvelles du ciel pour demain matin et pour toute la journée de demain. Merci. Bonne journée. On va vous offrir une belle chanson qui est chantée donc par Gousse, qui chante La Casbah. On se retrouve juste après. فيها غريب يا حبابي وين نتوما وينهم احبابنا جيراننا اللي كانوا
Allez, de retour sur le plateau avec nos jeunes bénévoles. Je vous l'ai annoncé en sommaire. Nous allons parler de cet élan de solidarité juste après les inondations du côté de Ilizy et Janet. Eh bien, avec nous, nous avons des jeunes très engagés et surtout un salut particulier à toutes ces personnes qui se sont mobilisées juste à l'annonce aussi donc de cette catastrophe du côté donc de notre sud algérien. Eh bien, avec nous, Mohamed El Habib Babali. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Selmek et Khalil Moula, bonjour. Bonjour Lam. Bienvenue parmi nous. Merci de nous recevoir aujourd'hui au sein de Canal Algérie pour parler de la catastrophe qui s'est passée à Ilizy et ses environs. Voilà, c'est des intempéries qui, chaque année, bien sûr, il y a ce genre d'intempéries, mais chaque année, à chaque fois, il y a peut-être différemment. Donc cette fois-ci, ça a été des inondations qui ont emporté, qui ont causé des dégâts matériels et aussi humains. Donc toute la population était mobilisée à vue de cette catastrophe, bien sûr, et beaucoup de jeunes comme vous et des personnes qui ont été sensibles à la vue donc, de ces images se sont mobilisés, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez fait, vous qui connaissez bien le Sud, puisque vous avez une start-up qui travaille dans le tourisme. Exactement. En fait, on est une start-up qui s'appelle Nubogeo. Donc, on est spécialisé dans tout ce qui est activités touristiques, culturelles et aventurières. Donc, on organise des trucs avec des partenaires un peu partout en Algérie, dans la région de Janet. Du coup, on y va souvent quand on travaille avec des gens. Quand on a vu le désastre qui s'est passé à la ville de Janet et les environs Ilizy, les autres villes aussi, donc on s'est décidé de créer, on lancer un appel aux dons. Voilà. Une petite collecte. Mais apparemment, la petite collecte elle s'est retrouvée à devenir une grande collecte. Du coup, après, une fois avoir eu assez de dons, on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait comme association, comme groupe qui en avait vraiment besoin. Donc, quand par hasard sur les réseaux sociaux, on est tombé sur un numéro de téléphone qui indiquait une personne à contacter pour des locaux sur place, des personnes. Enfin, c'est des personnes à contacter ici à Alger. Donc on les a appelés, finalement on est tombé avec des personnes qu'on connaissait déjà au sein de ce collectif. En fait c'est un collectif d'associations, c'est des bénévoles d'un peu partout d'autres associations, ils se sont réunis pour créer cette caravane. Voilà. Donc d'ailleurs on remercie Akram, Yassine, Oussama qui ont initié pratiquement tout cela. Là, on a été juste, on va dire, un moyen de récolte, on les a aidés. Une partie de la chaîne, on va dire. Exactement. Donc, ce relais. Une fois sur place, on a retrouvé énormément de monde, énormément de personnes qui attendaient déjà des dons. On les a aidés pour la récolte. Toute la difficulté, justement, c'est l'organisation. L'organisation, parce que c'est bien beau de pouvoir récolter, ramener des fonds, etc. Mais vous avez fait un véritable travail de tri, d'organisation pour pouvoir trouver de manière intelligente toute une logistique à mettre en place. Exactement. Pour cela. Déjà, pour commencer, il fallait trouver ces bénévoles-là pour justement trier tous les besoins dont on avait besoin et aussi pouvoir transporter tous ces biens-là jusqu'à Ilizy. On remercie toutes les personnes qui ont contribué justement pour cette logistique-là. Il y avait beaucoup de gens qui ont voulu aider, mais ils ne savaient pas comment. Ils ne savaient pas comment exactement. Donc comment s'y prendre. Exactement. Donc ils ont contacté soit Midou, soit moi, et soit le reste de l'équipe qu'on salue, qui est au stade de Blues Dead en ce moment-là, en train de continuer ce tri-là. Et pour pouvoir acheminer tout ça ce soir, pour pouvoir commencer à acheminer tout ça, vers Janet et Ilizy. Voilà, tout un camion que vous avez donc mobilisé pour cela. Alors c'est vrai que les autorités locales sont tout de suite accourues. Il y a aussi l'armée nationale qui a pris aussi tout de suite en charge cette opération et aussi le Croissant-Rouge qui est déjà sur place tout de suite au lendemain bien sûr des catastrophes, qui a acheminé aussi tout un avion pour les denrées et mettre en place une cellule de crise aussi très rapidement pour que les personnes en difficulté puissent se retrouver, parce que c'est très difficile. Exactement, il y a beaucoup de gens, les locaux là-bas qui ont commencé déjà à se mobiliser, puis l'arrivée de l'armée nationale et la protection civile qui font un travail très minutieux et en essayant déjà de trouver toutes les familles qui ont été touchées pour pouvoir recenser donc les pertes. Il faut voir un petit peu tout cela, c'est vraiment difficile de travailler juste après la catastrophe. Exactement, nous avons pratiquement 4 points touchés, Ilizy, Bourj El Haouas, Ehrer et Janet.
Janet en elle-même. Donc ces 4 villes-là, on va essayer de toucher, déjà commencer par la ville d'Élysée et descendre jusqu'à Janet, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est ça le but. Voilà. Acheminer tous ces dons-là et pouvoir toucher la plupart des familles qui ont été touchées. On sait qu'on n'est pas seul sur le terrain. Donc déjà, alhamdoulilah, rabbik tal khair. C'est ce qui fait l'Algérie. On a dit juste, il a suffi juste d'envoyer une petite affiche sur Internet. Sur Internet, que et tout le monde s'est mobilisé. Mobilisé en train, Udaïouna et tout, allez-y. On vous encourage et on salue tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés. Voilà, alors ça c'est tout ce que vous avez pu rassembler et trier justement pour l'achemination. Donc l'acheminement plutôt, pardon. Ouais. Ça c'est une petite partie des dents. Juste une petite partie des dents. Oui. C'était hier au stade Mohamed Blouzdad du 20 août. Donc on est toujours sur place. Oui. Donc pour ceux qui veulent aider, on a toujours besoin de tout ce qui est denrées alimentaires et hygiéniques, comme les couches pour bébés et tout. Oui. Alhamdoulilah, pour tout ce qui est vêtements, on a pratiquement dépassé le quota initial. Parce que les personnes ont tout perdu dans les inondations, la boue, etc. Ils ont perdu leurs vêtements, leurs affaires personnelles. C'est très difficile de reprendre du début. Donc c'est une partie donc, de cette population algérienne qui vient en aide à cette population donc, du sud algérien. Exactement. En fait, il faut savoir aussi que même les gens de Janat en temps normal, même hors la catastrophe, ça c'est les médicaments. Exactement. En fait, on en faisait le tri des médicaments. Donc même en temps normal, généralement les régions du sud ou là ont toujours besoin de tout ce qui est denrées alimentaires ou des vêtements et tout. Donc même pour après cet événement, on aimerait bien que les gens aussi essayent de partager entre eux, d'envoyer des trucs, parce que ils ont toujours besoin. À l'intérieur du pays, que ce soit surtout le sud, ils ont toujours besoin de... Il y a des régions très, très lointaines et enclavées, et quelquefois loin, donc des grandes villes. Et c'est difficile de pouvoir acheminer, avoir donc, de tout. Ils aiment bien aussi quelquefois être isolés, comme ce sont la majorité donc, des personnes qui aiment le nomadisme. Quelquefois. Voilà. Alors, vous avez l'habitude, puisque vous avez cette start-up et vous organisez régulièrement donc, des rencontres sportives, culturelles, c'est ça? Exactement, touristiques. Bon, on a fait déjà la Qadet Ramadan dernièrement au niveau de la Casbah. On a fait le désert, le Sahara, le plateau du Tassini Niger. On a visité la ville de Safar. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette ville-là, dans les hauteurs de Janet. Donc, on est un peu partout, Biskra, Gardaya, etc. Et vous avez des amis partout, vous avez eu des nouvelles, vous avez eu les locaux avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Exactement, nous sommes en contact via les réseaux sociaux, nous sommes en contact tous les jours. Et donc, eux-mêmes veulent travailler et aider à acheminer ces dents-là. Ils attendent juste ces dents-là pour pouvoir commencer à acheminer tout ça vers ces régions-là, les régions les plus touchées. Voilà. Dans Bordj el Hawass et Ehrer. Voilà. C'est deux villages un peu isolés de la wilaya d'Élysée. Et retrouver aussi des habitations et un toit aussi pour c'est le plus important. Protéger. Exactement. C'est ce qu'on travaille justement sur ça et avec ces locaux-là pour pouvoir donner une nouvelle vie à ces régions touchées. Il y a quelques années, on avait aussi eu une grande perte aussi. L'artiste Atman Bali était mort de la même façon avec les inondations, pareil. Oui. Donc ce sont des régions qui connaissent régulièrement donc, des inondations et des pluies qui malheureusement font des dégâts, énormément de dégâts. Malheureusement, oui. En fait, c'est une région, on va dire, assez délicate. En plus, pour le dire sincèrement, ça manque aussi d'infrastructures. Donc c'est normal que ce genre de catastrophe arrive plus souvent. Voilà, donc il faudrait s'y intéresser de plus en plus. Exactement. En fait. Voilà. Exactement. Alors, vous avez des nouvelles donc, de ces personnes comment est la situation en ce moment? Sincèrement, en fait, alhamdoulilah pour nos amis, ils vont bien. Par contre, l'état des lieux, ce qu'on a vu à travers les photos, encore du boulot. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Alors, l'opération va débuter aujourd'hui, puisque vous l'avez lancée déjà il y a Une semaine. Et donc, déjà, les réseaux sociaux se sont tous mobilisés. Les gens se sont mobilisés dès l'annonce de votre petite... affiche. Voilà. Oui, dès l'annonce de votre affiche. Et donc, se sont tout de suite rués vers le numéro de téléphone. Vous avez donné un numéro de téléphone. La page. On a eu des appels pratiquement toute la semaine. Ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est pas arrêté. Vous êtes relayé justement pour ça. Exactement. D'ailleurs, on remercie tout le monde,
ceux qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont encouragé, ceux qui ont, généralement les donateurs. On remercie aussi les associations, parce qu'on a eu aussi beaucoup d'associations qui sont mobilisées, pas uniquement d'Alger. On a eu le Barahi, ils sont venus de Tizi Ouzou, d'autres wilayas. Allah يبارك. Et on a eu aussi le maire Tabelouez Datane qui a mobilisé le stade pour mettre le tri et tout. Donc vraiment tout le monde s'est mobilisé. C'est ce qu'on aime chez les Algériens, on est toujours solidaires entre Exactement, entre on l'a Algériens. vu et ça a été prouvé durant Ramadan, ça a été prouvé aussi pour l'Eid, les soirées aussi de, bien entendu, circoncision et ça va continuer. L'Algérien est toujours comme ça, Exactement. très réactif et toujours engagé à faire du bien autour de soi et bien entendu quand il s'agit de sa propre population. C'est cela. Exactement. Quand on touche à l'Algérie, on touche à chaque personne en Algérie. Voilà, en tout c'est cas, les bravo quartiers à wilayas. vous. Je rappelle que vous êtes étudiant, vous avez fait des études en informatique et aéronautique, c'est cela? Aviation. Aviation, pardon. Exactement. Voilà. Et vous avez donc rejoint toute l'équipe pour cette start-up. Exactement. Après 10 ans avec un club sportif, on a décidé de créer une petite start-up moi et Mido justement pour promouvoir le tourisme local et pourquoi pas donner une nouvelle idée, un nouveau sens au tourisme Forme, local. voilà. Exactement. Et écologique surtout, c'est très important. Responsable, on va dire. Responsable, Tourisme tout en responsable. protégeant notre environnement, protégeant nos Exactement. sites. C'est très important. Il est très important de pouvoir aussi médiatiser autour de cela pour sensibiliser la population locale, pour ceux qui connaissent tant mieux que ceux qui ne connaissent pas la valeur de chaque édifice, chaque région, chaque petit grain de sable de notre pays. Donc, doit pouvoir le respecter. Vous avez fait géologie et marketing, c'est ça? Exactement, deux mondes différents. Deux mondes différents. Oui. Et vous vous êtes rejoints par la même passion, en fait. Par la même passion, voilà, c'est une passion. Donc, il y a eu Khalil. On salue le troisième membre de l'équipe, Mohamed Bouazza. Donc, c'est le troisième membre de l'équipe. On s'est réunis pour essayer de donner un nouveau souffle au tourisme, de nouvelles idées, apporter notre savoir-faire. Et aussi à apprendre, parce qu'on apprend toujours. On est encore jeune, on apprend Exactement. ce qui se fait déjà ailleurs. Voilà. On n'oublie pas les valeurs du bénévolat. On a Voilà. toujours Bien été sûr. bénévole et on continuera, Inch'Allah. D'ailleurs, on remercie Yassine. Akaram, Akaram, Oussama, Oussama. et tous les bénévoles, que ce soit, on a eu des filles, des garçons, des jeunes, des moins Subhanallah jeunes. l'insana. Voilà. Subhanallah, Tous Sina ceux- Ram, en tout nos cas, parents, bravo à voilà. tous ceux qui le font et je sais qu'ils le font spontanément, sans Exactement, attendre exactement. rien du tout en retour, ni de médiatisation, ni d'être célèbre ou connu. En tout cas, bravo à vous, bonne chance pour ce que vous faites, parce que la start-up va continuer Oui. après cet élan de solidarité, puisque là, vous êtes mobilisés pour cela. Ça va durer encore combien de temps? Normalement, on va envoyer le premier camion aujourd'hui. Oui. Et on va voir aussi après est-ce qu'il y en a assez ou là on va envoyer un deuxième ou un troisième. Très On va essayer de voir. Il faut savoir qu'on Le n'est pas besoin. seul sur le terrain. Voilà, il y a d'autres d'autres associations associations. qui aussi travaillent justement pour un départ vers le 23, Inch'Allah. D'accord, Voilà, très Inch'Allah. bien. En tout cas, bonne chance. On rappellera aussi que les Croissants Rouges algériens est également mobilisé, la protection civile, la DGSN et aussi l'armée nationale, bien entendu, qui est très mobilisée pour cette opération. Bonne chance à vous. Merci On beaucoup. rappelle votre site pour C'est- toutes ces personnes qui veulent aussi aider. Voilà, donc il faudra contacter soit la page sur Nbougiw, donc c'est NBOUGIW. D'accord. Sinon, vous pouvez retrouver le numéro de téléphone un peu partout sur le net. Maintenant, tout le monde a partagé. Tout les le monde a publications. partagé. Donc, c'est facile à trouver. Très bien. Sinon, on n'est pas les seuls. Donc, vous pouvez contacter d'autres personnes, d'autres associations, parce qu'ils ont encore plus besoin que nous en quantité. Il y a d'autres wilayas. Donc, Voilà. faites du bien autour de vous, un peu partout. Exactement. Bravo à vous. Bonne chance pour cette opération. Le départ du camion, ça sera donc aujourd'hui à partir donc de 17h. À peu près. En fait, ce sera vraiment le soir parce que vous savez qu'il n'y a pas possibilité de faire entrer le semi-remorque dans la ville pendant Exactement. la journée. Exactement. Donc, ce sera, Inch'Allah, à partir de 19h, 20h. Très bien. Eh bien, bonne chance à vous. Merci bien. Bon courage. Au plaisir de vous retrouver pour une belle opération, cette Inch'Allah. fois-ci culturelle ou sportive. Avec plaisir. Inch'Allah. Et puis, en tout cas, bonne chance pour l'opération. Et puis, toutes nos pensées vont à toutes ces personnes qui sont en difficulté en ce moment du côté d'Ilizi et Janet. Merci beaucoup. Merci Merci bien. à vous. À Merci de bientôt. votre invitation. Au revoir. Allez, c'est le mec. Eh bien, on va continuer. Cette fois-ci, on reste dans le domaine donc, de l'écologie et surtout un bel exemple de réussite de ce jardin écologique. Ça, c'est dans la région de Ghardaya, Tafilelt. C'est un sujet signé Souad Rakhlouk.
Tafilelt a su, par sa splendeur et la nature fertile de Beni Yisken, séduire des visiteurs au point de se positionner comme destination phare pour le tourisme écologique. Ville éco-citoyenne par excellence, Luxor est une expérience humaine particulière pour atténuer les effets du changement climatique des oasis. L'idée de Tafilet, du parc un parc zoologique utile, fait des animaux de Sahara, l'enfant va savoir ce que c'est la gazelle, ce que c'est la peluche, le dromadaire, ainsi de suite. Et il y a un côté utilité, donc il y a des chèvres, il y a des poules, il y a des moutons. Alors, درنا la charte هذه morale, الناس اللي قبلوا ils signent فيها ses droits et ses obligations. Parmi ses obligations, il faut qu'il fasse le tri des ordures fait d'aro. Donc quand il lui reste un peu de pain, voilà où est-ce qu'il le met. Du couscous, voilà où est-ce qu'il le met. Des épluchures, ainsi de suite. Alors en contrepartie, ces droits, ces enfants, ils ont le droit de venir bénévolement là, comme quoi un milieu urbain, à la nature. Deuxièmement, chaque un mois et demi, on leur donne une plaque d'œufs, de 30 œufs, on leur donne 3 ou 4 kilos de viande. Ce qui fait, c'est du gagnant-gagnant. À Tafilelt, les rues sont étroites pour conserver la fraîcheur, enlacées pour couper la force des tempêtes de sable. L'espace est organisé pour permettre la vie en communauté, tout en préservant l'intimité familiale. Les maisons se distinguent par leur simplicité et leur fonctionnalité. C'est l'architecture ancestrale qu'on a essayé de prendre tous les côtés positifs d'Aha et on les a adaptés, bien sûr, au style moderne. À l'intérieur, il faudrait que la famille du XXIe siècle s'y retrouve très bien. Alors l'architecture, on a utilisé premièrement les matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'est avéré que ce sont de très bons isolants phoniques et thermiques. Elle est à l'échelle humaine. Vous remarquez que même la hauteur des maisons, il y a une moyenne de 2,62 m à 65-66 cm. Ce qui fait, même pour chauffer, ou là pour aérer, ou là pour climatiser, il y a une économie d'énergie. Luxor Tafilelt, une expérience inspirante à suivre afin d'harmoniser entre l'architecture, le développement durable, la préservation de l'environnement et le cadre de vie. En tout cas, un bel exemple de réussite écologique à suivre et en tout cas à perpétuer peut-être pour d'autres régions. Eh bien, Hamid Belkacem est toujours sous le charme donc, de cette belle initiative et oui, avec nous, il est là, il va nous en parler en détail. Bonjour Hamid. Bonjour, il nous faut 1001 Tafilelt dans l'Algérie 2.0. C'est un exemple magnifique qui a valu à l'Algérie d'être plébiscité premier village écologique dans la COP qui s'est tenue à Marrakech, d'accord. Et mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi un projet LSP éco-responsable n'a pas été multiplié par 1000 en Algérie. Exactement. Voilà. Mais nous, on les a reçus. On était contents de les recevoir pour en parler en détail. Et bien, on les a reçus plusieurs fois, hein, puisqu'ils ont eu ce prix ici en Algérie et aussi à l'étranger. Donc, c'est une fierté, un bel exemple de réussite écologique. Eh bien, vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Vous êtes avec un invité. Oui. Ouais. Ça coule de source. On va le présenter, Yassine Mahbid. Bonjour. Mahbid. Ouais, voilà, bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc directeur des ressources humaines à Nestlé. Exact. Et vous êtes là pour nous parler donc, de cette belle opération écologique aussi. Toujours. Oui, Clean Up Together, oui. Nettoyons ensemble. Le groupe Nestlé à travers le monde a décidé de célébrer, comme il se devait, comme il se doit aussi en Algérie, la journée mondiale de la mer. Donc c'était le samedi 8 juin et donc une grande opération s'est déroulée à travers tous les océans. On n'a pas d'océan, on a une mer, on a 1620 km de littoral qu'il faut préserver, d'où l'idée de M. Mahdid de nettoyer une partie du littoral. C'est cela. Exact. Donc, c'est une initiative Nestlé mondiale donc, qui s'est jouée le 8 juin donc, à l'initiative de la journée mondiale des océans. Donc, Nestlé a pris le projet en main de le faire sur l'ensemble de ces entités dans le monde. Il y a plus de 45
usines Waters, Nestlé Waters dans le monde entier, où nous faisons partie, parce que nous avons l'usine Waters à Blida, donc, et nous avons participé à cet événement avec nos employés. Donc l'idée, c'est de faire participer nos employés, les mobiliser, les inspirer, eux, avec leurs familles. Donc on les a regroupés sur 3 locations. Donc, avec le partenariat de Récif, l'association Récif, on a eu le privilège d'être aussi sur le port de Temmenfoust, et où il y a eu des plongeurs qui ont ramassé, nettoyé. Dieu sait ce qu'ils ont pu ramasser dans leur filet. Hein. Notamment du plastique. Hein. Du plastique. Dans le top 1, j'allais dire, des déchets, c'était le plastique. Mais il y a eu aussi d'autres plages. Hein. Il y a eu Décaplage, Entaya, il y a eu la Sirène, du côté de Fort-de-L'Eau. Exact. Et d'autres initiatives par des petits collectifs. On en a reçu hier très tard le soir des images et tout. C'est bien. Ça ce qui est formidable, c'est que ça a été mondial et le départ est parti donc d'une seule journée. Cette journée qui a été décrétée il n'y a pas très longtemps finalement, et pourtant ça a très bien démarré et aujourd'hui ça continue. Parce que les usagers de la mer se rendent compte que honnêtement l'espace maritime est en train d'être métastasé par le plastique. Il y a des océans plastiques. On connaissait celui qui gravitait autour des Caraïbes, de la Floride. On vient de découvrir une île plastique au large de la Corse, pardon, c'est juste en face de chez nous. Et le plastique, à un moment donné, il faut mettre le... Heureusement, nous ne sommes pas le premier pollueur. Non. En Méditerranée, on est plutôt bien classé vers le bas des producteurs et pollueurs de plastique. Hein. Il y a des gens qui, entre guillemets, donneurs de leçons sur les rives nord de la Méditerranée qui polluent beaucoup plus. Voilà. Quand on fait une enquête et on voit donc, la provenance donc, de ces bouteilles de plastique ou de ces déchets plastiques, c'est terrible. Hein. Vous savez, c'est en relation aussi avec le modèle de consommation et avec la population sur la rive nord. Il y a beaucoup plus de monde. Nous, on a l'avantage et le désavantage d'être sur la rive sud. Il y a moins de pollution, mais on a de la marge pour pouvoir intervenir en termes de sensibilisation. C'est ce qui a été fait ce samedi avec vous, M. Mahdit. Oui, parce que Nestlé a un objectif de réduire tout ce qui est déchets de plastique sur le marché où on opère. Donc en Algérie, donc, notre engagement, c'est de collecter le maximum de plastique jusqu'à arriver à 100%. D'ici 2025, c'est ça notre engagement. D'ici 2025, on collectera tout ce que nous produisons comme bouteilles. Donc, on essaiera de recollecter ces bouteilles. Donc, et nous avons commencé par nos employés. Pourquoi? Parce que le changement ne peut se faire que de l'intérieur. Donc, nous avons invité les employés et leurs familles. Donc pour les inciter, les inspirer, et nous cherchons l'engagement. Et donc l'engagement y a été, donc la preuve, je ne sais pas si les images, on verra les images de l'engagement de nos employés sur les plages. On va voir dans un moment peut-être donc, ces images de cette solidarité et de cet engagement. Lorsqu'on met en place des points de collecte, ça veut dire que par exemple quand on prend une usine, une entreprise, ça pourrait se faire demain, Inch'Allah, à la télé, à la radio, pourquoi pas. Les employés ramènent leurs emballages en PET, les bouteilles d'eau minérale, d'eau gazeuse, de shampoing, tout ce qui est plastique au niveau de l'entreprise. L'entreprise appelle, fait une convention avec un récupérateur ou avec un recycleur, et si le plastique va du domicile à l'entreprise et de l'entreprise à l'entreprise de recyclage, au collecteur, il ne va pas se retrouver dans la nature. Donc on va pouvoir créer de la richesse. Il y aura une plus-value, il y aura de l'emploi à travers les collecteurs et les recycleurs, et on va pouvoir aussi débarrasser notre environnement de milliers de tonnes de plastique. Donc c'est ça la triangulaire. Le citoyen, l'entreprise citoyenne en matière de recyclage et l'entreprise citoyenne, point de collecte de ces déchets. Tout à fait. Donc c'est possible. Et il faut savoir que le plastique est recyclé, récupéré de là. Voilà, on peut voir les images un petit peu partout. Le concept est très simple, hein, comme l'a expliqué M. Mahdit, c'est que clean up together, ensemble entre citoyens algériens, mais ensemble entre citoyens du monde et co-responsables, et ensemble en famille. On peut voir les enfants, parce que c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est en direction des tout petits.
Exactement. Et justement, ce sont ces tout petits qui se font un plaisir d'endosser des casquettes, des t-shirts de couleur uniforme, donc une forme d'uniforme. Hein, c'est ça, c'est l'uniforme commun qui... Vert et bleu. Le vert, c'est l'écologie. Le bleu, c'est l'océan, c'est la mer. On peut voir en arrière-plan le magnifique site des îlots de Regaïa, qui, j'espère, sera un jour classé aire marine protégée. On voit, voilà, les mamans, les papas, les jeunes, les moins jeunes en train de ramasser nos déchets. Hein. Ce ne sont pas des déchets qui... sauf que peut-être ça mérite... Donc ça, c'est quel côté? Donc, ça, c'est à Antaya. Oui. C'est samedi, ça fait quelques jours à peine. Un petit... éco-responsable qui deviendra grand, Inch'Allah. Oui, justement. C'est une belle opération, en tout cas, qui a vu la mobilisation, la mascotte. Oui, la mascotte. Et vous savez, une partie de je peux dire qu'il y a eu beaucoup de mètres cubes de déchets qui ont été récoltés, parce qu'on a la chance d'avoir un site, aussi, les plongeurs, il y a eu 13 mètres cubes de déchets récupérés au fond du port de Taman Foust, c'est leur petite plage. Une partie, ça a été récupéré, ça a été transféré, et avec le groupe Nestlé, il y a une opération qui est quand même formidable. Le plastique récupéré est cédé gracieusement à un transformateur qui en fait des jouets, M. Mehdi. Exactement. Donc, parmi les initiatives que nous mettons pour réduire cet impact sur l'environnement, nous avons une convention avec un recycleur avec lequel on lui donne le déchet de récupération dans l'usine. Et comme disait tout à l'heure M. Hamid Boursam, nos employés aussi sont incités à ramener le plastique vers l'usine pour le redonner au recycleur qui, lui, en fabrique des jouets que nous avons distribués aux enfants de nos employés. C'était les premiers qui ont eu la primauté. Donc, on voit le produit de la collecte. Hein. C'est quand même assez impressionnant le nombre de... Sur une plage qui avait déjà été nettoyée, mais vous savez, dès qu'il y a le mauvais temps un petit peu, et il y en a eu ces derniers temps, le plastique est rejeté, et régurgité, j'allais dire, sur le sable. Sur le sable, directement. Exactement. Et l'opération est très intéressante parce qu'elle met en valeur les tout-petits et elle met en valeur aussi le principe de collecter. Ça permet d'offrir des employés, de plus en plus de collecteurs. On va le voir d'ici, on est le 12, une dizaine de jours, il va y avoir la grande opération des éboueurs de la mer. Exactement. Notamment à Taman Foust, où beaucoup de plastique sera remis à un collecteur, à celui justement qui travaille avec le groupe Nestlé, qui va les transformer en jouets. Et les gens qui vont venir sur le site de Taman Foust, c'est bien parce qu'il y a aujourd'hui la navette entre le port d'Alger, la pêcherie. Ça a été lancé, les gens vont venir, ils vont voir du plastique retiré du fond du port et du plastique qui a été transformé en jouet. Ils vont avoir un atelier en direct. Voilà. Une tribu d'Indiens aussi, hein, je vois ça. C'était pour faire de l'événement un moment de bonheur. C'est dire que quand on partage une passion, quand on partage une action écologique, elle est transfrontalière parce que tout simplement l'environnement nous connaît et ne saurait reconnaître les frontières. Quand on partage l'océan, vous savez, quand il y a un acteur négatif, ça se répercute sur l'ensemble des pays riverains. C'est le cas de la Méditerranée et c'est bien de dire qu'en Algérie, les plus jeunes sont... le citoyen de demain est partie prenante. C'est le meilleur message que l'on puisse délivrer. Très sensible et il faut le sensibiliser parce qu'il est le premier à pouvoir aussi transmettre cette belle opération et transmettre aussi ses valeurs écologiques aux plus grands, aux parents et donneurs de leçons comme eux-mêmes deviendront grands plus tard et feront aussi de bons écologistes. Alors il y a une autre manière de lutter contre le plastique, c'est de réduire le grammage, n'est-ce pas, Monsieur Mehdi, de la bouteille. Aujourd'hui, la bouteille a un certain nombre de grammes, la bouteille en PET. C'est-à-dire qu'elle est facilement... elle est fragile. Hein. Elle est fragile. Il faudrait, je pense, encore la fragiliser davantage en diminuant le grammage et du bouchon et de la bouteille, Monsieur Mehdi. Exact. Donc, comme on va pas rajouter le nom, hein. On va éviter la pub, mais le dire que toute, en fait, dans ces industries essayent de travailler dans cela, mais c'est vrai que votre entreprise travaille énormément dans cela. Énormément, parce que c'est des initiatives écologiques et que c'est très important de le dire maintenant, c'est pas pour... mais c'est important parce que les gens ne voient pas ça. La bouteille, de la réduire de 2 grammes,
le consommateur ne voit pas ça. Le confort de la bouteille ne change pas. Oui. Donc, et tout ça, derrière, il y a tout un investissement, toute une innovation, toutes des recherches et tout qui sont C'est faites. une industrie, bien sûr. Qui Alors les travaille. 2 grammes, ils se décomposent, se déclinent comment 1 gramme sur le bouchon et 1 gramme sur la bouteille. Donc il y aura Il y a moins 1 Exact. gramme. Le bouchon, il a été réduit, et la bouteille aussi. Donc 2 grammes, ça veut dire quoi? Pour nous, tout seul, Nestlé tout seul, pour une année, 400 tonnes de moins de PET sur la nature. Donc, au lieu d'aller collecter a posteriori, on a réduit en amont. Ça veut dire qu'on a réduit déjà le tonnage, 400 tonnes en une année de plastique dans la nature. Quand on dit 400 tonnes, c'est énorme, oui. M. Mahdi parle de la production de sources annuelles. Exact. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce plastique a été importé, produit quelque part, donc transporté en amont et en aval. Et lorsqu'on transporte, c'est toujours des semi-remorques avec du mazout polluant. Donc plus on réduit le grammage du bouchon et de la bouteille, plus on réduit l'empreinte carbone sur l'ensemble de la planète. Tout à fait. Donc ça, et c'est des choses l'empreinte que nous... carbone, ça se calcule énormément ces derniers temps, et beaucoup donc d'initiatives pareilles sont prises en charge aussi à travers le monde pour essayer de réduire cette consommation de carbone de différentes manières et de manière intelligente. Heureusement, j'espère que ça va continuer dans le bon sens et que ça va être encore plus répété à travers différentes opérations. Et on sera là tout au long de l'été pour en rappeler parler, aux donner Algériens, des donner des exemples, essayer de mettre des points de collecte sur les plages, parce on est dans un pays chaud, on va aller à la plage, il faudrait que sur chaque plage, que l'on puisse disposer d'un point de collecte pour le PET. Exactement. Voilà. L'appel est lancé Des à toutes les conteneurs, APC, des conteneurs spéciaux un petit peu pour essayer donc de réduire cet et qui seront envahissement. chauds de préférence en carton, dans lesquels on va mettre tout type de bouteilles d'eau minérale ou ça peut être de la crème solaire, ça peut être des boissons gazeuses. On va les mettre dans ce petit conteneur en carton à multiplier sur toutes les 14 wilayas côtières pour pouvoir débarrasser nos plages de ce plastique. Voilà. Alors, on parlera donc aussi de cette journée des océans quand même au niveau mondial. Comment ça s'est passé? Le slogan cette année? Le slogan, c'était Alto Plastique. Partout à travers le monde, on ne le dira jamais assez. L'activité aquacole est aujourd'hui menacée par le plastique. L'activité pêche est menacée par le plastique. L'activité touristique est menacée par le plastique. Vous savez, quand vous avez une ferme aquacole et que tout autour, vous avez du plastique, quand vous avez un site balnéaire, j'allais dire phare, notamment en Méditerranée, que vous avez du plastique, le touriste, il ne va pas venir pour nager au milieu en poussant les déchets plastiques flottants, sans parler de l'impact de ce qu'il y a, les microplastiques qui sont aujourd'hui ingérés par les poissons. Donc c'est une véritable calamité. Ça se met en place, ça fait pas très longtemps, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que la Journée mondiale des océans est célébrée, mais il faudrait y aller et tout au long de l'été, il faudrait faire des opérations. Il y en aura une mardi prochain au niveau du port de Sidi Fredj. Et tout au long de l'été, il faut... Parce que cette faune marine, cette faune et cette flore marine est fragilisée en ce moment avec tous ces changements climatiques, avec cette pollution aussi accrue. C'est terrible. Il y a la pollution industrielle sur le plan chimique et la pollution par le plastique. Il y a les filets dérivants, on l'a vu. On en a parlé là. Voilà, les baleines du côté de Tidzirt. Et tout simplement, on doit changer le comportement tant des industriels que du citoyen pour que demain l'océan et la mer puissent respirer. Exactement. Merci beaucoup Hamid Belkacem. Merci à vous. Pour toutes ces informations et surtout l'engagement de l'association Récif avec bien entendu cette belle opération. Ça va continuer tout au long de l'été aussi. Vous serez là. Tout au long de l'été, on sera là. En alerte. On sera là et à la radio et sous l'eau. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Je remercie aussi Monsieur Yassine Mahdi. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Bon courage pour vos opérations. Et puis revenez nous en parler aussi. Très bien. À très bientôt. Eh bien, on va continuer à parler engagement, écologie et surtout préservation de notre environnement et surtout de notre patrimoine écologique et surtout patrimoine géologique plus précisément. Cette fois-ci, on vous invite à suivre ce reportage signé Farah Tibouche qui s'est intéressé au classement des sites historiques aussi. Regardez.
Créée en 1972, la Convention du patrimoine de l'humanité définit le genre de sites qui peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. L'Algérie, qui a ratifié la Convention en juin 1974, a déjà inscrit 7 lieux au patrimoine mondial de l'humanité. Le premier site inscrit est la Qal'a des Bani Hamed en 1980. Un site archéologique situé près de la ville de Msila est constitué de ruines préservées à 1000 mètres d'altitude. La Qal'a des Bani Hamed a été fondée au début du XIe siècle par Hamed, fils de Boulourin, fondateur d'Alger, et abandonnée en 1090 sous la menace de l'invasion hilalienne. Toujours à l'est du pays, dans la wilaya de Sétif, le site de Djmila fut inscrit en 1982. Il abritait une ancienne colonie romaine fondée sous le règne de Nerva. L'antique ville est un bijou de l'architecture romaine en Afrique du Nord qui a su s'adapter aux contraintes du site montagneux. La ville possède aussi son propre sénat et son forum. Durant la même année, d'autres localisations ont été inscrites au patrimoine de l'humanité, comme le site de Timgad dans les Aurès et Tipaza. Ce dernier est composé de 3 lieux, 2 parcs archéologiques et le mausolée royal de Mauritanie, situé sur le plateau du Sahel occidental d'Alger. L'année 1982 sera aussi marquée par l'inscription de la vallée du Mzab. Créée au Xe siècle par les Ibadites autour de leurs 5 sours, l'architecture du Mzab a été conçue pour la vie en communauté tout en préservant les structures familiales. Plus au sud, on trouve le Tassili Nadjer, inscrit en 1982. Ce site mixte aussi bien culturel que naturel et d'un grand intérêt géologique. Il abrite l'un des plus importants ensembles d'art rupestre préhistorique du monde. Plus de 15 000 dessins et gravures permettent d'y suivre depuis 6 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère les changements du climat, les migrations de la faune et l'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Autre site phare inscrit au... Voilà, de retour sur le plateau, eh bien, ces sites classés au patrimoine mondial, il est urgent aussi donc de les préserver, de s'y intéresser de plus près aussi, et surtout médiatiser et sensibiliser tout autour. Eh bien, il y a donc des sites qui sont peut-être moins connus que ceux qui ont été classés et il est urgent de les protéger. Et pour nous en parler en détail et nous alerter autour de cela, nous avons un spécialiste qui est un professeur d'archéologie. Il s'agit de monsieur Idir Amara. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Et puis on a un plaisir à vous retrouver. Merci. La fois où vous étiez venu, on avait fait un cours magistral concernant l'histoire et l'archéologie. C'était très rapide. Très rapide. Et bien, on va continuer sur notre lancée. Et nous avons aussi notre spécialiste de l'environnement et surtout de l'urgence de classement aussi des sites qui nous fait découvrir à travers Vestiges et Patrimoine sur Canal Algérie. Il s'agit de Rahim Abdelaziz. Bonjour Rahim. Comment ça va? Ça va très bien. Vous avez toujours été là pour nous alerter autour de l'urgence, de classement, de parcs ou de sites, protection. Ou de protection, etc. Il est très important de tirer la sonnette d'alarme quand il y a dégradation. C'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi on est réunis ce matin pour pouvoir donc parler d'un site qui est saccagé. Lequel? Celui de Bounouara. C'est celui de Bounouara. Enfin, concrètement parlant, à travers le territoire national, et notamment quand il est question des sites proprement dits, ou qui abritent des dolmens, il y a de quoi alerter, tirer la sonnette d'alarme. Ce sont des sites très anciens. Comme c'est le cas, par exemple, de l'une des plus grandes nécropoles mégalithiques de l'Est algérien, après celle de Bounouara, bien sûr. Il s'agit de Sigus. Sigus, qui est entouré de la ville de Sigus, qui est en train de prendre de l'ampleur jusqu'à rogner l'extension de la ville de Sigus et quelque part tentaculaire jusqu'à rogner sur le site mégalithique
de Sigus. Exactement. Alors, vous êtes là pour nous parler donc de votre travail. Vous, en tant qu'archéologue, vous êtes donc professeur à l'Institut d'archéologie de l'Université Alger 2 et vous enseignez l'archéologie à vos étudiants. Oui. Vous êtes passionné par l'histoire ancienne aussi. Oui. Ouais. Et vous connaissez tous ces sites qui sont donc très importants pour notre pays, pour l'univers aussi mondial, le monde entier. Oui, il faudrait dire que l'Algérie a un vaste territoire et il est parsemé de nécropoles. Donc les monuments funéraires, parce qu'il s'agit de monuments funéraires, quelle que soit la typologie, Dolmen ou Chouchette ou la Timulus, Bazina, etc., il y a toute une typologie comme ça, on les retrouve pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Ces monuments funéraires racontent en partie l'histoire du peuplement de cette Afrique du Nord, parce que les mêmes types qu'on retrouve en Algérie, on les retrouve en Tunisie, on les retrouve en Libye, on les retrouve au Maroc, Niger, Mali, pratiquement en Mauritanie. Tout cet espace nord-africain est parsemé de ce monument, de ces divers monuments funéraires. Et par exemple, là, il s'agit de parler de la plus grande nécropole de Benouara, où il n'en reste que 3000 à 4000 dolmens, tombes. Et on avait plus que ça. Exactement. Et il donc paraît ça se réduit très comme une peau de important. chagrin. Et l'ennemi de l'archéologue, en fait, c'est le développement urbain. C'est ça. L'activité humaine est là pour rappeler qu'il y a une réalité économique et il faudrait faire avec. Mais il faudrait que les décideurs se rendent compte que les archéologues ne sont pas contre le développement, ils sont plutôt pour le développement, mais avec une prise de conscience qui va dans le sens de la préservation et de la mise en valeur de ce patrimoine qui est une partie de la mémoire des Algériens, tout simplement. On ne peut pas tout effacer pour dire on va faire ça. Vous êtes les premiers à alerter justement sur le terrain, puisque vous êtes vous-même chercheur, vous travaillez sur l'histoire, vous connaissez la datation de chaque pierre par exemple, et surtout les outils quand vous faites une recherche archéologique. Vous travaillez avec le ministère de la Culture qui lui est la tutelle qui va donner les autorisations de fouiller ou pas, ou de préserver ou pas, c'est ça? La tutelle, celle qui est chargée de préserver le patrimoine matériel et immatériel, c'est le ministère de la Culture. Donc, on a toute une batterie de lois. Ce n'est pas ma fonction, c'est pas mon travail, c'est fait pas partie de mes prérogatives. Donc, ça revient à ceux qui sont concernés d'agir sur le terrain pour alerter les concernés et pour mettre en valeur et protéger ce patrimoine qui est millénaire. Les monuments funéraires, ça remonte à 4000, à 3000, à 5000 ans. Mais jusque-là, on assiste quand même à une accélération du phénomène de dégradation de ces sites archéologiques, notamment les mégalithes. Quoique certains sites sont isolés, mais quand même, ils sont victimes justement de la dégradation par l'homme. Il y a différentes formes de dégradation. Il y a des détériorations qui sont naturelles et celles qui sont anthropiques. Abstraction faite des dégradations naturelles, on remarquera que l'homme a agi pour justement s'accaparer des terres. À titre d'exemple, le site des Chouqan du côté dans les Aurès. Je connais bien, j'ai écrit 2 ou 3 articles dessus. Il y a certains paysans qui ont osé déplacer des tumulus juste pour transformer pour faire pousser Et là, c'est encore du maïs ou du blé. Et ça, c'est encore le rôle peut-être des médias ou des gens concernés, des autorités locales qui font dans la désinformation. C'est-à-dire que les gens ne sont pas informés donc de l'importance de ces sites, surtout dans la région. Il faut justement faire appel il y a certains plans de gestion de ces sites qui ont démontré concrètement leurs limites et qu'il faut
revoir, en impliquant bien sûr les municipalités dont relèvent ces sites pour une meilleure gestion. Et on assiste même à des actes criminels, c'est des actes criminels aux dépens de ces mégalithes, de ces vestiges qui représentent la mémoire de chaque pays collective de tout un peuple. Un peuple, tout à fait. Il est urgent de pouvoir aussi peut-être alerter, sensibiliser, médiatiser, mais encore peut-être que ça serait dangereux aussi si jamais on attire l'attention aussi et en fait en faire un lieu touristique ou peut-être le tourisme va aussi encore accélérer la dégradation quelquefois. C'est la reverse de la médaille. Il y a tout ça, mais je vais vous dire comment ces monuments funéraires, ça a tout le temps intrigué les gens, ça a tout le temps poussé les gens à venir chercher quelque chose à l'intérieur. Oui. Le pillage des morts. Les premiers à avoir ouvert ces monuments funéraires, y compris les pyramides d'Égypte. Ça s'est fait le lendemain de l'enterrement de la personne. Parce qu'on croyait qu'il est parti avec son trésor, donc on va trouver le trésor. Donc, comme l'Algérie, mais l'Afrique du Nord, on trouve des milliers et des milliers de monuments funéraires, entre ceux qui sont visibles, et c'est ceux-là, ils sont victimes de leur beauté, parce qu'ils sont tellement beaux, ils attirent l'œil, donc on se dit, si c'est beau... Établis sur des sites dont le paysage est vraiment grandiose, tel le site de Sigus par exemple, et en matière toujours de dégradation, le phénomène de dégradation par l'homme remonte à l'époque romaine. À titre d'exemple, le site mégalithique sur les bords de la Mina à Tiaret, Mashra Asfa, il a été transformé en temple funéraire romain. Oh là là, c'est terrible ça. Ce qu'on appelle la réutilisation. Parce que l'ensemble des éperons-barrés de l'Afrique du Nord, qui vont de la Tunisie jusqu'à pratiquement le Maroc, tous ces éperons-barrés étaient habités. L'un des plus beaux éperons-barrés habités, c'est Constantine. C'est construit sur un rocher. Et Choquin, c'est construit sur un éperon-barré qui est un rocher. L'ensemble de ceux qui vont venir par la suite, qui sont des villes impériales de l'époque antique romaine, ils vont être aussi construits sur récupérer certains sites anciens pour construire la ville romaine, la ville selon le modèle romain. Ça ne veut pas dire que c'est les Romains de l'Italie qui sont venus habiter l'Afrique du Nord. C'est les Nord-Africains qui ont pris la couleur, la culture, etc. romaine pour s'intégrer dans cette culture impériale méditerranéenne. Ils s'y sont installés à leur façon. Mais je reviens toujours à ce phénomène de destruction. Il y a la rumeur. La rumeur, c'est ça qui est à l'origine de la destruction de la majeure partie des monuments funéraires en Afrique du Nord, et même à travers le monde. Parce qu'on pense qu'il y a un squelette, qu'il y a quelqu'un qui est enterré, donc s'il est enterré, il y a forcément un trésor qui l'accompagne. C'est vrai que dans certains cas, on trouve des pièces de monnaie, on trouve des pièces de monnaie en argent ou en or. On voit des personnes partir avec des espèces d'outillages. Il y a même certains qui sont spécialisés, qui viennent fouiller les monuments funéraires la nuit, en récitant des versets coraniques. D'accord, avec des détecteurs de métaux. Il y a des gens qui se disent, on est des spécialistes, et ça c'est la rumeur aussi, ils disent, on peut transformer la terre en or. Ils viennent, ils font leur lecture coranique sur la tombe, etc. Ils commencent à fouiller. Quand ils fouillent dans des sites où il y a une intense activité humaine, comme l'Est algérien par exemple, qui a été jusqu'à la Tunisie, jusqu'à le sud de la Tunisie et le nord-ouest de la Libye qui correspond à l'Etis Magna, c'est une zone très romanisée. Donc il y a de très très belles villes qui sont reliées par des routes, jusqu'à arriver à Timgad, jusqu'à Volubilis au Maroc, etc. Toutes ces villes étaient en connexion, donc c'est des axes d'échange de marchandises importantes. Et de richesses. Donc, les gens, à l'époque, dès qu'ils se sentent menacés, ils enterraient leurs richesses. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a c'est ce qu'on appelle la poile à frire, les détecteurs de métaux. Les gens il y a ceux qui cherchent l'or dans les monuments funéraires. Malheureusement. Ils ne cherchent pas l'or dans les monuments funéraires, ils cherchent l'or qui se trouve dans le sédiment. Exactement. Donc, cette course à l'enrichissement
quelles que soient les conséquences, effréné, attire tout... cette dégradation aussi, des opportunistes qui malheureusement, fragilise ces mais sites. je dis, on va voir, hein. s'il y a cette course effrénée vers l'objet qui a une plus-value, c'est qu'il y a une demande. La demande n'est pas seulement nationale, elle est internationale. Donc il existe un réseau mafieux international dans le transfert, dans les trafics, de ce qu'on appelle le trafic des biens culturels, patrimoniaux, qu'il faut absolument préserver. En tout cas, nos douanes algériennes veillent à cela. Ils ont des formations spécialement pour suivre un petit peu ces anciens objets. On va voir ensemble un reportage. On assiste également, pardon, à la dégradation de ces sites. Le pillage s'opère à coups de poquelin. Oui, poquelin malheureusement. C'est ce qui s'est fait dans la région de Mounouara d'ailleurs. Et donc les personnes ont essayé... de l'activité des carrières. C'est des gens mal intentionnés qui utilisent des poquelins. Très bien. On va voir ensemble cette belle région de Sigus que vous avez donc rapporté à travers vos images, hein, n'est-ce pas, Rahim Abdelaziz? Le site de Dolmen et Sigus. On y va à travers ces images et on se retrouve juste après. Au nord-ouest d'Ain Zeitoun, le site archéologique de Sigus étale au grand jour un autre type de civilisation humaine, une autre période de l'histoire de cette région du nord-ouest de l'Algérie. Il s'agit du site des dolmens de Sigus, l'un des plus importants d'Afrique du Nord. En fait, le dolmen a constitué une tombe funéraire pour l'homme de la période protohistorique. Des blocs de pierre de taille sous-tendent une grosse dalle de grès et abritent cette tombe, aujourd'hui détériorée. C'est dire que l'homme de l'époque disposait déjà de tout un système de croyances à l'origine de l'édification de ces tombeaux funéraires. Le site renferme aussi de nombreux dolmens endommagés. Comme quoi, des pilleurs de tombes en quête de trésors sont passés par là. L'homme de Sigus se faisait enterrer avec ses bijoux et autres précieux accessoires. Au sud du site de dolménique de Sigus existe également un autre genre d'anciennes tombes funéraires de forme circulaire connues sous le nom de basina. Ces tombes relèvent d'une période antérieure à celle des dolmens. Nombreux sont les archéologues qui attribuent les basinas à la période néolithique, c'est-à-dire bien avant l'apparition des pyramides égyptiennes. Au niveau du site de Sigus, la partie sud-ouest renferme des basinas et de nombreux dolmens détériorés. Tout laisse croire que Sigus a bel et bien engendré plusieurs civilisations humaines qui se sont succédées dans le temps. Ainsi, des basinas, l'homme est passé à la conception des dolmens lors de la protohistoire. Livré à lui-même, ce site sert de parcours pour le cheptel ovin et caprin et constitue aussi un lieu où se rencontrent de jeunes bergers de circonstance. À l'extrémité ouest, de nombreux dolmens d'assez bonne facture sont visibles. Nombreux parmi eux se côtoient. S'agit-il de sites funéraires ayant appartenu à une même famille ? Le site dolménique de Sigus est vaste. Il s'étale sur plus d'une centaine d'hectares et concerne également les monticules limitrophes. Voilà, on a pu vous voir d'ailleurs sillonner ce site, Rahim Abdelaziz, avec bien entendu l'importance donc de comment est-ce que vous avez donc filmé ces sites et expliqué ce que c'est qu'un monument funéraire aussi, très important. J'ai pas compris. Vous avez donc montré le site et expliqué ce que c'était qu'un monument funéraire, les dolmens, plus précisément. Justement, c'est pour sensibiliser davantage les riverains, surtout. Quant à la préservation du site en tant que tel,
qui a subi des dégradations. Et il y a quelques années, on assiste à l'implantation d'une cimenterie jouxtant justement le site. Et comment faire pour justement préserver ce site Exactement, puisque qui comme est l'a déjà dit, livré aux pressions qu'exercent les riverains. oui, oui. Tout à fait. Comme nous l'a si bien dit Monsieur Amara, c'est donc un site calcaire et bien sûr le calcaire, on en a besoin pour... Oui, comme matière première pour fabriquer le ciment. Pour faire tourner les cimenteries, etc. On a besoin de la roche et la roche, il faut la chercher dans les carrières qu'on met en place. Exactement. Ça, c'est un facteur de développement local lié à l'activité économique des régions. Il y a ces poussées économiques et qu'il faudrait... mais vous êtes partagé quand quelquefois vous voyez ce genre de situation. Normalement, les décideurs, ils peuvent trouver une solution. Demander à ceux qui agissent, à ceux qui cherchent des carrières, d'aller creuser là où il n'y a rien. Par exemple. Le territoire est immense. Dans le Constantinois ou dans le reste de l'Algérie, le territoire est immense. Pourquoi venir creuser là où il y a du patrimoine? Parce que ce patrimoine, si on l'intègre dans l'activité économique, par exemple le tourisme, ce serait inépuisable. Oui, rapporterait Parce que plus. ça va pousser les gens à venir voir qui sont ces gens. Parce qu'il faut revenir à cette question de mémoire et dire que les gens qui sont enterrés ici, ce n'est pas des étrangers. Ce n'est pas des gens qui sont tombés du ciel et qu'on a enterrés là, puis... abandonnés, laissés, voilà. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Voilà, ça fait partie de l'histoire de l'humanité dans sa globalité, mais surtout de l'histoire de notre pays. Parce que ce territoire a été de tout le temps peuplé, depuis des millions d'années. C'est ça. Nombreuses civilisations ont frôlé ce sol. Moi, j'ai un ami qui travaille sur ce phénomène de peuplement, c'est Djilali Hadouis, le professeur Djilali Hadouis, qui travaille sur l'homme. Lui, il peut vous déterminer les différentes phases de peuplement de l'Afrique du Nord depuis les origines. Et on le fait à partir de l'os. Oui. C'est-à-dire, cet os-là, si on détruit cet os, c'est comme si on détruit une partie de notre mémoire. C'est-à-dire, on ne va plus se retrouver, on ne va plus savoir qui nous sommes, d'où on vient. Il y a une chaîne, même s'il n'est pas direct, qui nous lie à notre passé. Il y a une chronologie aussi. Voilà, il y a une chronologie, il y a cette continuité. Des ruptures dans des continuités. Qu'elle soit directe ou pas, ça, ce n'est pas la question. Mais on est, d'une manière ou d'une autre, le résultat de cette histoire qui a commencé à s'écrire depuis que l'homme est présent en Afrique du Nord. Et ça remonte à très très loin. Tout à fait. Et ne serait-ce que s'y intéresser à cette partie d'histoire et ces hommes qui étaient très ingénieux. C'est très important, je vais vous dire, pour une simple raison. C'est-à-dire que si on n'avait pas un attachement aux défunts, on ne l'aurait pas enterré. On l'aurait laissé, comme les premières sociétés, se faire bouffer, se faire manger par les animaux sauvages. Se dégrader dans la nature. Va se dégrader dans la nature, les charognes vont faire le travail, etc. Mais comme il y a une prise de conscience qui est née il y a des milliers d'années chez l'homme, tout un système de croyance. Il s'est mis en place. Pour que le système de croyance se mette en place, il faut qu'il y ait une filiation, ça veut dire se reconnaître à travers l'autre. Ça veut dire c'est mon père, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, etc. C'est mon fils. Parce qu'il y a des enfants qui sont enterrés. Quelle idée d'enterrer des prématurés? Il y a des tombes dans le Sahara, par exemple. J'ai une amie, Hayat, qui va faire un article sur un prématuré qui date de 5000 ans. Wow. Donc à 5000 ans, on a pris conscience que cet enfant-là a des parents. Donc c'est l'esprit de famille. Donc les tombes de Bounouara, de Sigus, de Terkbin, de Djbel Dir, je ne vais pas citer, ou là du côté de Tiarat, c'est toute l'Algérie, si je me limite à l'Algérie. Ces tombes nous renseignent sur les vivants. C'est ça. Ce n'est pas les morts qui nous intéressent en premier lieu. C'est comment, à partir des morts, comprendre comment vivaient
Les vivants. Oui, vous parlez de l'humanité, tout à fait. Vous parlez aussi de l'ingéniosité, de cette filiation qui est très importante pour nous rappeler d'où nous venons exactement. Mais vous parlez aussi de l'ingéniosité de ces hommes qui ont bâti, qui ont construit, qui ont soulevé à bras d'hommes des rocs très lourds. Et bien entendu, qui ont traversé les âges. Les premières... Ne serait-ce que la pyramide ou carrément la muraille de Chine, qui aujourd'hui, des chercheurs travaillent sur le mortier utilisé pour que cette muraille reste encore debout. L'homme a toujours été ingénieux. L'homme a toujours cherché à modifier, à moderniser, à transformer son quotidien. Agir sur son environnement. Ces premières tombes, les plus anciennes, qu'on connaît en Afrique du Nord, on a trouvé beaucoup de squelettes, c'est de simples trous qu'on a, et on a mis dedans l'homme et on a recouvert. C'est ça. Mais après, au fur et à mesure que ce sentiment d'attachement aux défunts grandissait, eh ben, on transformait ces tombes. On les transformait par leur aspect visible architectural. Donc il y a des monuments funéraires, par exemple, à Tamanrasset qui fait 2 km. Avec ses antennes. Donc, il y a Tinhinan, par exemple, c'était donc dans un caveau, il fallait descendre. C'est des basinas. Les basinas, la forme finale de la basina, qu'on retrouve pratiquement dans toute l'Afrique du Nord, et les basinas, c'est l'élément identitaire du peuplement amazigh d'Afrique du Nord. Tout à fait. Alors d'ailleurs, les Touaregs réclament justement qu'on rapatrie le corps là-bas à Tamanrasset. Oui, et on ne le laisse pas au niveau des musées. Mais par exemple, je dis la basina, la forme la plus évoluée de la basina, c'est le mausolée royal de Tipaza ou le madrasan de Batna. C'est la forme évoluée, la forme finale de la basina qui est née à l'âge du bronze, qui est apparue à l'âge du bronze ou à l'âge des métaux. Mais avant la basina, il y avait d'autres monuments. Il y a aussi les hypogées. Les hypogées, c'est formidable. C'est les hypogées, c'est ce qu'on appelle les hawanet. Du côté de Tebessa, du côté de Galma, etc. En tout cas, c'est passionnant. C'est vraiment bien raconté avec un spécialiste d'un côté et un autre pour ce qui est donc des découvertes à travers des images que nous fait donc découvrir à chaque fois Rahim Abdelaziz. Ça nous permet donc de nous arrêter sur l'urgence de préserver et de pouvoir informer. Préserver les monuments funéraires, préserver le passé, c'est préserver une partie de sa mémoire. Exactement. Un dernier mot, réduire l'activité humaine, surtout industrielle, aux côtés des sites abritant justement ces richesses, voilà, et ces richesses archéologiques. Il faut signaler, à titre de rappel, que le Madrasan, juste à côté, il y a eu des basinas. Qui ont malheureusement été engloutis par la route. Ah, quel dommage, oui. Seuls quelques-uns ont subsisté et ils sont de nos jours victimes de l'accaparement par les fellahs. Malheureusement, l'homme est les premiers prédateurs en toutes ses formes, sous toutes ses formes en tout cas. Merci beaucoup. Je rappelle, Monsieur Idir Amara, vous êtes donc professeur à l'Institut d'archéologie de l'Université 2, Alger 2. Merci beaucoup d'être toujours disponible pour nous, de venir nous faire à chaque fois des cours magistraux à travers l'histoire et surtout l'archéologie. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà, merci beaucoup. Rahim, on se retrouve bien sûr à bientôt, surtout pour une nouvelle découverte. Merci pour les images que vous nous rapportez à chaque fois. Je vous en prie. Il faut rappeler nos téléspectateurs qu'on est en train de finaliser un documentaire de 26 minutes justement consacré au site mégalithique de Ouent Bellagra à Tindouf. Et on est revenu sur les différentes formes justement de ces temples funéraires. À ne pas rater. Moi, je répète qu'on est en colloque à Alger 2 sur justement ces histoires de patrimoine qu'on essaie de mettre en valeur. Donc c'est un colloque qui se tient depuis le 11 jusqu'au 12, donc aujourd'hui. Tout à fait. Donc il se termine cet après-midi. On en a annoncé, en tout cas on l'a annoncé avec des collègues à vous et j'espère qu'on en continuera puisque nous avons notre journaliste qui se déplace aussi. Merci beaucoup, à bientôt. On continue bien entendu à parler donc avec nos invités de différentes actualités culturelles et socio-culturelles. Ça va continuer juste après cela.
retour sur le plateau, nous allons parler sport à présent et surtout d'une belle activité et une rencontre et une compétition internationale de course de montagne. Ça va se dérouler donc à Tirourda, à Ain El Hammam. Et pour nous en parler, nous avons Monsieur Wassil Lamdani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Je vous remercie. Merci de nous avoir invités. Allez, c'est le mieux que vous êtes architecte de profession. Oui, de profession. Oui, vous êtes très actif aussi dans le village. Non, oui. nous ne sommes pas du village, mais je suis actif dans l'organisme qui organise cette route, RNDZ, donc on fait partie un peu de la team. D'accord. Et donc c'est la partie hors profession, c'est plutôt la partie loisir, passion, bien sûr, qui nous amène à organiser ce genre de course. Alors, ça va se dérouler ce vendredi à partir donc, de 9h du matin. 9h du matin, côté d'Ain El Hammam. Au village de Tirourda. D'accord. Donc c'est une course trail qui est organisée par RNDZ. RNDZ qui est un organisme qui est un site web, une société qui s'occupe de la promotion de la course à pied aux particuliers et du sport. Et à chaque fois, vous choisissez un site. Non, nous choisissons le même site. On est à la 3e édition du trail d'Azontor de Tirourda. Donc on essaie cette année, nous avons essayé d'améliorer le concept. Premièrement, ce trail est classé au niveau de l'ITRA. C'est un organisme international qui organise les trails, c'est un peu les courses de montagne. Les courses de montagne. Oui. Et donc le trail d'Azontor est actuellement inscrit au calendrier et permet même d'obtenir des points pour aller participer à des courses internationales pour lesquelles ces points sont des prérequis. Donc ça a été fait par le directeur de course, M. Ahmed Ordan, qui s'est occupé de cela de manière magistrale. Et donc là, nous avons essayé un peu d'augmenter l'échelle de la course. On est en train de voir l'affiche que vous avez rapportée. Absolument. Donc là, on voit sur l'affiche l'image du lieu du mausolée d'Azontor qui a donné le nom à ce trail. Et donc ça permet aussi de promouvoir cette région. Donc c'est aussi une compétence sportive, mais aussi ça promouvoit le tourisme au niveau de cette région. Et en tout cas, c'est vrai que cette région était très habituée à organiser des rencontres comme ça, et même culturelles. Absolument. Il y avait des expositions, il y avait donc à l'occasion de cette course justement. Et aussi donc pour le musée d'Azontor, il y a aussi des journées associatives où les villageois vont se rendre au niveau de ce mausolée. Donc c'était un peu l'occasion de mettre en avant ce site qui est magnifique. Aussi la région du col de Tirourda est absolument sublime. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir, le parcours. Ça c'est un petit peu le parcours des 28 km. Donc pour le trail, cette année aussi on a diversifié le parcours pour toucher un plus large public. Nous avons donc un trail de 22 km, un autre de 28 km et demi. Et aussi, pour un peu permettre un plus large public, nous avons fait une randonnée, parce que souvent les sportifs se déplacent en famille, et le conjoint, les enfants peuvent aussi faire la randonnée de 13 km. Voilà. Là, le départ, c'était l'édition... La deuxième édition. Ça, c'était le départ de la deuxième édition. Voilà, donc le directeur de course, M. Ahmed Ordan, qui donnait le départ. Là, il y avait des bonnets quand même, il faisait frais. Il faisait frais. Là, on risque d'avoir une météo un peu plus chaude cette année. Il va faire un peu plus chaud cette fois-ci. Il va faire un peu plus chaud, oui. Ce vendredi. Voilà, la première édition, on avait de la neige. Là, on va passer au mode chaud. Exactement. Donc voilà. Donc là, aussi, le nombre de participants a énormément augmenté. Oui, il y a même une participation étrangère cette fois-ci, la Tunisie. France et Espagne. Très bien. Donc il y a 19 participants. C'est des adeptes de courses de montagne. C'est des adeptes de course de montagne. Oui, Quelle est la particularité justement de course de montagne? Il faut vraiment avoir du souffle, hein, parce que plus on grimpe, plus on manque d'oxygène. Non, l'altitude est encore raisonnable. Aux alentours, le col de Tirourda est à 1800 mètres d'altitude et on démarre à partir de 1000 mètres. Mais la différence entre les courses de montagne et les courses sur route, c'est le dénivelé. Et là, pour les courses, on a par exemple pour la 22 km, on a un dénivelé positif de 1400 mètres, c'est-à-dire qu'on va monter en cumulé de 1400 mètres, de 1 km 400. Et pour le 28 km, de 2 km 100. Ce qui fait que c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que le temps n'est pas du tout le même que pour une distance de 20 km sur du plat que sur montagne. Bien sûr, on voit, hein, c'est vraiment escarpé, il y a des petites rivières, il faut escalader, il faut sauter. D'accord. Voilà, c'est technique, hein, c'est technique. Bon, mais c'est totalement faisable pour quelqu'un qui a un entraînement sportif commun, mais c'est autre chose, c'est de la montagne. Hein, c'est donc des avertis qui prennent part à cette course. Hein.
Oui, il faut être habitué quand même. Il faut avoir un petit... On peut se ravitailler en cours de chemin, il y a des balises. Le chemin est balisé, reconnu, etc. Donc, mais vous voyez, là, ça montre réellement. La photo ne le montre pas, mais c'est vraiment... très escarpé. On ne court pas sur ces tronçons-là. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. On essaie de monter. C'est vraiment un effort. Quand on se prépare physiquement pour pouvoir être en forme ce jour-là et pouvoir atteindre le bout donc, du sommet. Non, non, ça ne s'improvise pas. Hein. Une course de 22 ou 28 km en montagne, ça ne s'improvise pas. Ça, c'est le dossard qui sera là. Et on voit donc le profil de la course. C'est beaucoup plus impressionnant sur site que sur le schéma. Que sur le graphisme. Donc, cette année, on sera quand même quasiment 200 participants. Mais c'est beau, ça vaut le détour. C'est magnifique. C'est magnifique, ça, on en a plein la vue. On découvre des paysages incroyables. Hein, Alors, il y a une équipe, bien entendu, pluridisciplinaire qui est là pour veiller à ce que cette course se déroule très bien. Il y a des médecins, il y a une équipe de médecins sur place aussi. Absolument, oui. Les organisateurs sont médecins aussi. Donc, il y aura même une équipe de secours qui sera avec nous. Nous l'organisons avec les associations de village. Ben, ça, c'est la team qui est actuellement sur place. Ils sont en train de préparer, M. Hamid Roden là sur la photo. Et donc, oui, la protection civile sera là. C'est organisé. Et bon, il y a pas, c'est vraiment pas improvisé là. Toute la sécurité, c'est de la montagne. Il faut bien faire très entendu. attention. Troisième édition, voilà. de 200 participants. Et ça, on est relativement limité par les capacités d'hébergement. Donc les deux premières éditions, on les avons fait avec l'auberge de jeunes de Ain el-Hammam, qui a une capacité maximale de 80 personnes. Donc ça nous limitait. Vous êtes chez l'habitant ? Aussi. Donc c'est ce qu'on a innové cette année. Il y a un gîte touristique donc relativement proche, qui prend aussi une trentaine de personnes. Et avec l'association du village de Tirourda, il y a environ 35 personnes qui logent chez l'habitant. Donc, y compris, et si nous rajoutons les personnes qui sont proches aux environs ou d'Alger, c'est ce qui fait qu'on arrive à 200 personnes. C'est quasiment le double de l'édition, de la deuxième édition. Très bien. Donc, normalement, la course prendra le départ à partir de 9h du matin et en général se termine à quelle heure à peu près Ça dépend. Ça dépend, oui. Mais bon, c'est sur des courses, le 22 km, il faut compter pour un trailer moyen 4 heures et quasiment 6 heures pour les 28 km. Quand même. Voilà. Donc c'est assez bon. La randonnée aussi 3 ou 4 heures en fonction des capacités de chacun. Très bien. Donc, mais il y a un grand gap entre le premier arrivé et le dernier. Hein. C'est clair, c'est clair. Mais bon, l'important c'est donc de participer, de pouvoir aussi se joindre à cette belle initiative, cette course. C'est aussi pour gagner des points, donc vous le disiez. Gagner des points, gagner une médaille qui sera offerte à l'arrivée. Toute personne qui participe et qui termine est un vainqueur en soi, mais c'est une ambiance très conviviale, c'est un panorama fabuleux. C'est vraiment et la plupart tous ceux qui ont participé aux premières, deuxième éditions reviennent pour la troisième. Voilà. C'est extraordinaire. Et donc cette fois-ci, avec une belle participation étrangère, avec des avertis aussi, des gens qui aiment bien la montagne et découvrir aussi de nouveaux lieux, bien entendu. Absolument, c'est des gens qui sont fous de trail et qui n'arrivaient pas à en faire en Algérie, ces personnes qui sont là, et d'autres sont venus spécialement pour ça. Donc on a essayé de mettre ça sur les réseaux sociaux, donc il y a même la page Azontor Trail. Il y a longtemps que vous l'avez mis pour les inscriptions, justement. Voilà, comme je dis, ça ne s'improvise pas, il faut que ce soit un peu... Et c'est ça un petit peu, si on voudrait les maximum de gens, il faut le faire à l'avance. Et non, là on a quasiment fait le plein de participants possible. Très bien. En tout cas, bon courage pour cette troisième édition. Et j'espère qu'on pourra y être aussi pour vous accompagner. Vous êtes invités. J'espère qu'on pourra vous avoir. Et bien entendu, Inch'Allah, bien entendu, belle victoire aussi aux vainqueurs, j'espère, avec des points et des médailles. Bien entendu, vous serez là pour nous en dire un peu plus. En tout cas, bon courage à vous et belle initiative pour cette belle région aussi. Merci. Je rappelle, Wassil Lamdani, vous êtes donc architecte de profession. Vous êtes aussi un des organisateurs de ce trail qui va se dérouler ce vendredi 14 juin au village Tirourda de Ain el-Hammam à partir de 9h du matin.
Voilà, tout est dit. Tout est dit. Parfait, merci beaucoup. À vendredi, au revoir, merci. Inch'Allah, au revoir. Eh bien, quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, bien évidemment. Et puis, on se retrouvera demain à partir de 8h du matin. Au revoir et bonne journée.